Gunther Steiner, c'est la mascotte de Netflix dans Drive to Survive, mais c'est sûrement aussi le mec que t'as envie d'avoir chez toi pendant un repas en buvant un bon verre de vin. Mais est-ce que tu sais vraiment qui est Gunther Steiner? Quel est son parcours? Qu'est-ce qu'il a accompli? Est-ce que c'est juste un gars sympa que l'équipe de Drive to Survive a su renifler, ou quelqu'un de singulier avec des talents et des qualités qu'on ne soupçonne peut-être pas? Eh bien c'est ce que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. Je vais quand même commencer par la base. Gunther Steiner, il est né le 7 avril 1965 à Merano en Italie. Si tu regardes la localisation, c'est une ville moitié-moitié avec les Autrichiens, donc c'est assez logique qu'il parle aujourd'hui au moins italien et allemand. Pratique quand tu as envie d'échanger avec Toto Wolff. Faut quand même savoir que ses parents à Gunther, ils sont pas vraiment fans de sport auto. Et surtout, fait intéressant à ce moment-là, les courses de circuit, elles étaient interdites dans la région où il vivait. Il trouvait quand même le moyen de se rendre à toutes les courses de côte dans les alentours, et pour y arriver, je pense qu'il a quand même dû bien saouler ses parents. Mais bon, comme tout gamin, il va à l'école et surtout, il faut qu'il trouve dans quoi il a envie de bosser plus tard. Et c'est là où il décide de commencer des études d'ingénieur. Sauf qu'en 1985, donc il a 20 ans, et ben il doit faire son service militaire pendant un an. Oui, parce que pour info, il n'y a que depuis 2005 que le service militaire a été supprimé en Italie. Et donc une fois que c'est fait, retour à l'école et il finit ses études. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière dans le vin avec Mattia en Italie. Mais non, je déconne. Il a commencé dans le sport automobile. Sinon, on le connaîtrait pas à l'heure actuelle. Étonnant, hein? Mais pour ça, je pense qu'il a compris qu'il y avait quand même pas mal de petits problèmes dans sa petite bourgade et qu'il fallait peut-être bouger. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à aller en Belgique, sans oublier son parapluie, ça peut être utile dans cette région. Et il rejoint en 1986 l'équipe Mazda Rally Team Euro qui est en WRC et il y restera jusqu'en 1988. Il va quand même faire bonne impression parce qu'il va obtenir une promotion dans une autre équipe, Top Run Motorsport, où il va devenir assistant manager. Ensuite, après cette expérience, il va aller rejoindre l'écurie Jolly Club, à ne pas confondre avec... parce que c'est pas du tout le même délire du coup, mais en tout cas, cette écurie, elle est liée au constructeur Ford. Et là, il va quand même faire un petit bout de temps, parce qu'il va y rester jusqu'en 1996, où il sera directeur du programme Ford Escort en groupe A. Le groupe A, c'est le championnat de rallye italien. Il va ensuite passer chez Pod Drive pour le championnat d'Europe de rallye, et le remporter avec le pilote Christophe lui. Il va se faire ensuite recruter par l'écurie M-Sport en tant que directeur de projet Ford Focus en WRC. Là, je passe rapidement, mais à ce moment de sa vie, on peut quand même se dire assez naturellement que le rallye va faire partie intégrante de sa carrière, parce qu'il arrive à devenir directeur d'ingénierie avec Ford en 1998, toujours en WRC. Si à ce moment de la vidéo, tu te dis ouais, mais en quoi c'est cool? Eh ben, il est juste en charge de deux pilotes pas trop connus, Colin McRae. Et bon, pour tous les geeks qui regardent cette vidéo, ils reconnaîtront sûrement le jeu vidéo éponyme qui a fait sa petite place sur les consoles, ainsi que Carlon Sales. Non, pas lui, le père. Ouais, son relou à avoir le même nom, c'était pas pratique, surtout dans les recherches. Et ça va se passer dans le début des années 2000. Il va d'ailleurs terminer avec cette équipe à la seconde place du championnat pendant 2 ans. Et c'est là que tout va s'accélérer. En décembre 2001, Steiner va décider de troquer les routes en terre pour le circuit. Et ça dans la discipline qu'on connaît, la Formule 1. Bien sûr, à cette époque, on est bien loin de Haas, qui n'existe même pas encore, ne serait-ce que dans la tête de son créateur. Et c'est avec l'écurie Jaguar que Gunther va entrer dans cet univers. Il va occuper le poste de directeur technique. Et on peut dire que le réseautage, ça marche, parce que c'est quand même Niki Lauda, le directeur de l'écurie, qui va le faire venir. Ce qui est drôle quand même à souligner, c'est que Gunther, il comprend toujours pas pourquoi il l'a embauché à ce moment-là. Et il a même déclaré, il faudrait lui demander pourquoi il m'a embauché, mais il cherchait quelqu'un qui comprenne les divers du sport automobile et qui pense vite. Je crois qu'il aimait que j'ai les pieds sur terre et que le boulot soit toujours fait sans chichi. Donc dans l'équipe Jaguar, Steiner, il a réorganisé tout le bordel et il a drastiquement réussi à réduire les coûts de l'écurie. D'ailleurs, ça lui sera sûrement très utile plus tard d'avoir les ficelles du métier. Mais le petit souci dans tout ça, c'est que les résultats, c'était pas ouf. Le pilote numéro 1, Eddie Irvine, il a réussi à prendre que 8 points pendant la saison et son compagnon numéro 2, Pedro de la Rosa, je sais pas pourquoi je l'ai dit avec cet accent, mais bref, il en a pris 0. Ce qui a entraîné une sanction directe de l'écurie, c'est que Steiner, il va être remplacé. Prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Mais aussi Niki Lauda. Ah! Comme quoi, quand tu recommandes quelqu'un, c'est cool, mais c'est aussi dangereux pour toi. Donc, petit conseil, soyez sûr de vos potes quand vous faites ce genre de move. Attention, il y a quand même eu un communiqué de la part de l'écurie qui disait « L'organisation de l'équipe est actuellement dans un état nettement meilleur qu'au moment de son entrée en fonction. Gunther a clairement posé les bases techniques de l'équipe et l'objectif de David est de l'amener au niveau suivant. David étant le successeur de Gunther pour la saison suivante. »
Et donc c'est de cette manière que l'aventure Jaguar a pris fin en 2002 pour Gunther. Là où c'est intéressant, c'est qu'en 2004, Jaguar, ils vont être rachetés et ils vont devenir une petite écurie sympathique qui va s'appeler Red Bull. Et Gunther, on va l'appeler pour lui proposer de rejoindre le projet Red Bull Racing. Il sera officialisé en janvier 2005 en tant que directeur des opérations techniques. Il va d'ailleurs faire équipe avec une personnalité que là aussi peut-être tu connais et que tu as déjà entendu passer son nom dans le paddock, Christian Horner. Et ils vont bosser ensemble pour donner un gros coup de boost à l'écurie pour la saison 2005. Mais plus tard, il va y avoir un nouveau directeur technique venu de chez McLaren, Adrian Newey. Je ne sais pas si je le dis bien. Et cette nouvelle, combinée au nombre énorme de personnes à gérer dans l'écurie, on va dire que Steiner il est un petit peu submergé par tout ça. Et ça va arriver aux oreilles du propriétaire de l'écurie, Dietrich Mateschitz, qui, pour temporiser un petit peu, va proposer à Steiner un nouveau projet en lui demandant s'il n'avait pas envie d'aller faire un tour aux États-Unis pour essayer de créer une équipe de NASCAR. Et comme Gunther, il n'est pas tout seul, il y a sa femme, ils sont quand même dû en parler un petit peu. Et il a déclaré que c'était un rêve de gosse, la vie est plus simple aux États-Unis et il y a beaucoup d'opportunités. Ils ont donc pris leurs affaires et ils sont partis à Mooresville en Caroline du Nord pour prendre le poste de directeur technique de la team Red Bull en NASCAR à partir d'avril 2006. Faut savoir qu'aux USA, la NASCAR, c'est un délire. Pour avoir été à Charlotte, tu peux le remarquer grâce à ce t-shirt qui est le berceau de la NASCAR, et pour avoir visité le musée dédié à ça là-bas, tu sens que c'est une institution avec ses codes, ses coutumes et surtout le show à l'américaine. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que ça reste quand même pas mal là-bas et que c'est un sport qui s'exporte pas trop. Si tu veux voir plus d'infos, je t'invite quand même à regarder le reportage qui est sorti il y a pas longtemps, qui est à la sauce Drive to Survive sur Netflix. Voilà, je te mets la petite affiche, à toi de faire tes recherches. Et donc pour Steiner, ça s'est quand même avéré assez compliqué parce que créer une écurie de NASCAR de zéro, quelle misère, quelle souffrance. Red Bull d'ailleurs pour cette aventure, il faisait une collaboration avec Toyota qui fournissait notamment le châssis de la voiture. Mais bon, ça n'a pas suffi et au final, même après s'être bien débattu, le projet il se termine pour lui en avril 2008. Même si ce projet ça a été un échec, Gunther finalement il kiffe bien la Caroline du Nord parce qu'en fait il y habite encore aujourd'hui. Mais comme en 2008 le projet il s'est terminé, lui techniquement il se retrouve sans rien. Et il se dit bon faut quand même que j'essaye de me recycler et c'est là où il va lancer son entreprise de fibres composites qui s'appelle Fiberworks Composite. Et il lance ça en 2009. Et d'ailleurs comme tu l'as sûrement compris dans le nom, ils fournissent de la fibre composite à certains secteurs et notamment le sport automobile. Mais ça clairement je pense que c'était un petit peu pour passer le temps parce qu'on va rapidement le rappeler pour un plus grand projet. En 2009, il y a un certain Ken Anderson, c'est un gars qui a bossé pendant plus de 30 ans dans le sport automobile, notamment en Indy 500 et en IndyCar. Il a également été le directeur technique à la fin des années 80 de Ligier et Onyx. Et un autre gars, Peter Winsor, c'est un journaliste rédacteur en chef de F1 Racing et aussi un ancien directeur sportif de Williams, qui lui propose un nouveau truc. Ils l'appellent et lui disent « Hey Gunther, est-ce que ça te dirait pas d'essayer d'aligner enfin une écurie américaine en Formule 1 ?» Parce que ça faisait quand même 20 ans que c'était pas arrivé. Spoiler alert, ça n'a pas marché. Mais là, retournement de situation. On le rappelle encore une fois, et cette fois-ci, c'est Chad Hurley, à qui tu peux dire merci actuellement parce que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est grâce à lui, parce que c'est un des fondateurs de la plateforme YouTube. Voilà. Et là, le but c'était un petit peu différent, c'était de racheter l'écurie HRT, mais au final, quand ils ont fait tous les plans, c'était un énorme bordel de devoir développer une voiture compétitive, et ce projet, il va tomber également à l'eau. Pour autant que Gunther, il croyait vraiment à ce projet d'enfin pouvoir avoir une équipe de Formule 1 américaine, et il se dit c'est possible. Par contre, il va falloir être ingénieux et s'entourer des bonnes personnes au bon moment. Et c'est à ce moment précis où, selon ma théorie, on a eu le premier appel qui était comme ça. Hi Gene, did you watch us? Donc oui, c'est à ce moment précis où Gene Haas et Steiner, ils vont commencer à se parler. Et déjà, comment ça se fait que ça match? Faut savoir que Gene Haas, il a déjà une écurie de NASCAR. Et donc forcément, je pense que ça a fait quelques petits atomes crochus entre eux et ça facilite le dialogue. Mais faut quand même se dire que ça s'est pas fait en un claquement de doigts en mode allons-y, dépensons de l'argent. Il va falloir attendre jusqu'en 2014 pour que le projet Haas il voit simplement le jour. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Simplement avec le projet USF1 qui est tombé à l'eau, Steiner il voulait pas suivre la même ligne. Il voyait que la filière traditionnelle entre guillemets ça marchait pas. Et donc c'est le même problème pour eux. Pour construire une Formule 1 ça coûte énormément cher. Pour que tu imagines, rien que les pièces, si on le ramène au prix de la voiture, une Formule 1 ça coûte plus de 12 millions d'euros. Et ça c'est que les pièces. Avant d'avoir ta voiture, il faut concevoir,
il faut améliorer, et ça demande de l'argent, du temps, et surtout des cerveaux pour le faire. Et c'est là que Steiner, il va avoir une idée qui va casser les codes, mais qui va faire que cette équipe, elle va coûter relativement moins cher comparé aux autres écuries qui ont envie de se lancer. Rappelle-toi, je t'avais dit que son dada, au début, quand il était chez Jaguar, c'était de réduire les coûts. Et il avait plutôt pas mal réussi, même si les résultats n'avaient pas suivi. Quoi de mieux pour avoir des pièces pour sa voiture que de se fournir chez des concurrents qui ont déjà fait les recherches et développements. Shipper, arrête de shipper! Si tu opères de cette manière, les fabricants qui vendent, ils sont contents parce qu'ils vont rentabiliser. Tu vois, ils vont vendre plus de pièces alors qu'ils ont fait un développement normalement pour une seule voiture. Donc ça va les arranger, mais aussi Haas, ils vont squeezer les développements initiaux des pièces et ils vont juste s'occuper des améliorations s'il y en a besoin. Et c'est dans cette vision que Steiner, il va signer un partenariat avec Ferrari pour le moteur et la soufflerie. Ensuite, il va utiliser l'usine Dallara en Italie pour monter la voiture et concevoir les pièces aérodynamiques. D'ailleurs, c'est la même usine que HRT. Je sais pas si tu te rappelles à la base, pour le rachat, etc. Et à mon avis, des petits contacts qui sont passés ici ou là, encore une fois. Et ensuite, quand cette étape elle est passée, elle ira à Banduri pour être adaptée aux exigences de Haas par rapport à la compétitivité qu'ils ont envie d'avoir. Petit aparté, tu remarqueras quand même que Haas, c'est une écurie américaine simplement parce qu'on a décidé que les sièges sociaux de l'entreprise, ils étaient aux États-Unis, parce que tout le reste, c'est externalisé. C'est pas faux. Maintenant qu'ils avaient une voiture qui rentrait dans les coûts pour créer une écurie, il restait quand même une chose super importante, c'était de trouver 2 pilotes. Mais là, encore une fois, ça a pris pas mal de temps, parce que la première saison de Haas, c'est arrivé en 2016. Donc tu te rends compte, entre le début où ils ont commencé à en parler et le moment où le truc il a accouché et que c'était prêt, c'est quand même passé un petit peu de temps. Et donc là, je t'épargne le petit jeu de chaise musicale avec tous les pilotes, mais c'est finalement Romain Grosjean et Esteban Gutiérrez qui seront les pilotes de la saison numéro 1 À la boulette. chez Haas. Et en fait, là, ça va être une période relativement sympathique pour Gunther, parce qu'avec cette nouvelle écurie, en fait, il va devenir le team principal qui doit être vraiment, il va le vivre, quoi. Et pendant les 3 premières années, ça va être la construction de tout ça. Forcément, il va y avoir des hauts et des bas, mais par exemple, lors de sa première saison, Haas va finir 8ème avec 29 points. C'est pas trop mal pour une première saison. La saison d'après, c'est Kevin Magnussen qui va remplacer Gutiérrez, parce que, voilà, son palmarès, il était pas ouf. Et donc, il va être aux côtés de Grosjean. Et l'équipe, pour cette deuxième année, elle va finir encore une fois 8ème, mais cette fois avec 47 points. Donc tu vois qu'il y a quand même un step-up. Le tournant, il va se passer concrètement en 2018, où on va pouvoir voir qu'Haas, il s'améliore vraiment, malgré quelques petits soucis comme un fond plat non conforme de Grosjean et une consommation trop élevée d'essence pour Magnussen qui mène à des disqualifications. Ils vont quand même finir 5ème avec 93 points à la fin de l'année. Donc il y a quoi quand même sabrer le champagne, c'était pas mal. C'est d'ailleurs aussi dans cette saison où on va pouvoir découvrir ce fameux personnage sur Drive to Survive, et on va aussi pouvoir être témoin de ce fameux Grand Prix d'Australie où manifestement ils n'avaient pas trouvé comment fixer les roues de leur monoplace pendant les pit stops, ce qui a conduit à cette phrase qui est devenue mythique. Je pense que l'authenticité de Gunther, elle a été révélée à ce moment-là, mais malheureusement à partir de 2019, le programme, il va plus être à l'évolution et la chute va commencer à être compliquée. Quand tu es dans un bon flow, que tout s'améliore, généralement tu as 2 choses qui arrivent. Soit tu vas plus loin, ou soit malheureusement tu te reposes sur tes lauriers et il t'arrive de la merde. Et je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Commençons déjà par un sponsor qui se retrouve traîné en justice pour plagiat et qui va les lâcher au milieu de la saison, soi-disant à cause de mauvaises performances et des voitures qui sont pas fiables. Et donc Gunther, il va se retrouver à une situation où il va devoir faire des choix. Et je pense que c'est là où la limite de son système peut arriver. Haas va finir 9ème avec 28 points seulement. Sa 5ème place, elle est loin à ce moment précis. En 2020, j'ai pas besoin de te faire un dessin, entre la crise mondiale, le petit coucou qui nous fait bien chier et un accident qui rendra Grosjean plus célèbre que toute sa carrière, ça va pas faire briller l'écurie cette fois non plus. Ils vont finir 9ème avec 3 points seulement. Et c'est à cette période, en regardant Drive to Survive et d'autres reportages, que j'ai pu remarquer que Gunther, certes, il avait pas sa langue dans sa poche et qu'il est réputé sur le paddock pour ça, mais qu'il reste quelqu'un de profondément humain. Avec cette phrase que je trouve quand même assez émouvante quand il l'a dit. Everybody knows each other like family. I would say it's a very dysfunctional family. Mais il en reste pas moins que, en fait, en faisant le bilan, la voiture, elle est pas ouf et les pilotes, non plus. La suite logique, c'était quand même d'essayer de trouver une solution. Et là, c'est vrai que Gunther, à un moment, on le pousse à faire des choix. No risk, no fun.
Et il décide de remplacer ses deux pilotes en 2021, d'une part par le russe Nikita Mazepin et de l'autre Mick Schumacher. Mais comme la voiture, en fait ils n'ont pas fait de grands progrès, ils vont finir 10e avec 0 points. L'année 2022, je vais pas te cacher, elle a pas dû arranger les ulcères de Steiner, parce que big news, Poutine, l'Ukraine, tout ça, Haas va donc décider de virer Nikita Mazepin en mettant fin à son contrat avec effet immédiat. Et ils vont d'ailleurs déclarer, comme le reste de la communauté de la Formule 1, l'équipe est choquée et attristée par l'invasion de l'Ukraine et espère une fin rapide et en douceur à ce conflit. Le problème, c'est que, bon, certes, virer Mazepin, c'est une chose, sauf que Nikita, il était venu avec un sponsor, Uralkali, qui s'en va aussi. Voilà, c'était combo, et donc niveau argent, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais comme il y a quand même un baquet vide à ce moment-là, on va faire revenir quelqu'un. Voilà, welcome back, Kevin Magnussen, les chaises musicales. Encore une fois. Et en fait, ça va pas servir à grand chose, il va encore rien se passer de fou cette année-là. Et Günther, ça se sent qu'il est un petit peu désemparé. Parce que clairement, en 2022, ça devait être le retour de Haas avec toutes les décisions par rapport aux évolutions. Et ils vont finir 8e. C'est pas pire. Mais voilà. En plus, ça fait 2 ans que Günther, il a fait un pari notamment sur Mick Schumacher. Et le problème, c'est qu'à défaut de trouver des points, il a surtout trouvé le moyen de faire le plus de coups de dommages pour un pilote. Encore une fois, parce qu'en 2022, il a causé 4 millions de dollars de dommages. Et en 2021, il était déjà sur la première place avec 4 200 000. Petite amélioration, mais tu vois le délire. Ce qu'il va faire d'ailleurs, c'est qu'au terme de l'année 2022, il décidera de laisser son baquet libre pour 2023. Qui amènera à revenir dans la boue. Et là où la descente elle va pas s'arrêter, c'est qu'en 2023 ça va être concrètement le coup de grâce. Malgré un nouveau sponsor du nom de Monegram, qui va d'ailleurs rebaptiser la team Monegram F1 Haas. C'est tellement long, ça me rappelle une écurie avec 2 taureaux là. Bref, l'année elle va pas encore être très glorieuse. Dernière, une fois de plus. C'est donc en vrai avec regret et stupeur que Netflix et nous, on va apprendre que Haas décide de se séparer de Günther pour cette année 2024. Au final, malgré un capital sympathie indéniable et probablement une personnalité hors du commun, ne serait-ce qu'en termes de débrouillardise pour trouver des solutions et comment il a réussi à créer une écurie de zéro, il a réussi aussi à prendre des décisions rapides, efficaces, à un moment, tu vois, ça suffit plus. Il se retrouve du coup pour le moment libre, mais ça va pas être fini pour autant, parce que des nouveaux projets l'attendent. Faut pas oublier que Drive to Survive, ça lui a permis d'avoir une aura que je pense qu'il aurait jamais pu imaginer avoir. Et c'est donc comme ça que sa carrière va se poursuivre. Il a sorti un livre que d'ailleurs j'ai acheté et que j'ai commencé, et qui est plutôt pas mal fun en fait. C'est vraiment en rapport avec le personnage. Donc si tu veux, je t'ai mis le lien en description, comme ça t'as pas à faire de recherche, t'as juste à cliquer. Et franchement, voilà, ça passe le temps. Si t'as envie de passer un petit moment à lire un peu ses anecdotes, c'est cool. D'ailleurs, on a également appris qu'il va devenir consultant pour Canal+. Et ça, il y a moyen que ça donne des trucs fun. Une nouvelle corde à son arc. Et en fait, je pense qu'on a simplement pas fini d'entendre parler de Günther, parce que pour ma part, je trouve ça fou de voir à quel point il a réussi à réaliser autant de choses à partir de rien en fait. Il a su toquer aux portes qu'il fallait au bon moment et à faire, je pense, du mieux qu'il pouvait en partant de zéro. C'est aussi une personne qui a réussi à pas perdre ses valeurs, qui ose dire les choses. Et c'est ce qui lui a valu cet attachement en fait que Netflix a su exploiter au mieux dans sa série. Thank you, Gunther. You're such a pleasure to chat with in this chair. I mean that genuinely. Thank you. En tout cas, je sais pas comment tu as vu cette vidéo, mais moi, découvrir toutes ces choses sur lui, ça m'a vraiment énormément intéressé et j'ai essayé de pousser au maximum que je pouvais. Par contre, j'ai volontairement été rapide sur la partie Haas, mais si tu veux que je me penche davantage sur cette écurie, n'hésite pas à me le dire en commentaire et comme ça, éventuellement, je travaillerai sur un épisode par rapport à ce qu'ils ont fait, voilà, plus précisément. Voilà, en tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les autres épisodes, à vous abonner et surtout à lâcher un like pour faire grandir la chaîne parce que, en fait, c'est grâce à vous si tout se développe. Et si vous continuez à regarder en masse comme vous l'avez fait pour les autres épisodes, en fait ça va juste grossir de plus en plus. Voilà, merci encore à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.